Salut à tous, c'est Pank de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee. Et aujourd'hui, on va se centrer sur quelque chose qu'on a beaucoup lu, que beaucoup de personnes en séminaire nous partagent, ces infos qu'il y a sur Internet comme quoi la méthode Silva est une secte et que la Miviludes elle-même l'a mis dans sa liste. Donc, effectivement, c'est quelque chose auquel il faut parler parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas trop. Et comme à peu près tous les systèmes, on peut s'interroger de manière complètement saine, à savoir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est un mouvement sectaire, est-ce que ça demande beaucoup d'argent, est-ce que ça brainwash, ça lave l'esprit des gens, etc. etc. C'est ce dont on va parler. On va vraiment tenter de voir dans tous les angles possibles pour vous donner un maximum d'infos. Et si vous ne connaissez pas du tout la méthode Silva, vraiment, n'hésitez pas à envoyer des mails pour avoir encore plus d'infos. Nous, on tente de donner au maximum, d'ouvrir, d'éclaircir, etc. Par contre, ce qui est sur le net est sur le net. Ça fait des années que c'est comme ça. On le sait. Qu'importe ce que vont dire les apprenants, qu'importe ce que vont dire aussi les instructeurs, on sait que à partir du moment où quelque chose a été dit, ça reste là. Et puis, chacun avec nos peurs ou autres, on peut se faire sa propre histoire dessus. Donc, on va tenter, nous, de vous donner le maximum d'informations pour vous montrer que c'est un système de travail sur soi, un système, moi, en tant qu'hypnotiste, d'auto-hypnose, avec des ouvertures qui, par moments, vont aller au-delà de la logique classique de l'auto-hypnose, encore que, pour ceux qui ont suivi déjà un paquet de nos podcasts, on s'aperçoit qu'en hypnose, on arrive à retrouver beaucoup de choses très, très similaires. Donc, dans un premier temps, Lee, la première fois que tu as entendu parler de cette association, Méthode Silva, secte, toi, comment tu t'en as entendu parler, par qui? On t'a envoyé un courrier? Comment ça s'est passé? Oh, pardon, tu parles à moi? Oui, oui, pardon. Oui. Oui, un de mes stagiaires a dit, Lee, tu es sur une liste secte. Comme ça, je dis, non, c'est pas possible, ça doit être une erreur. Et en fait, c'était en 1995 où le gouvernement a établi une commission parlementaire pour étudier cette question de secte. Et c'était surtout fait en fait un peu à la panique, je crois, après cette histoire de temple solaire en Suisse, où il y avait un suicide collectif. Et évidemment, tous les gens disaient, mais comment est-ce qu'on peut savoir si c'est un secte et le gouvernement devrait nous prévenir, etc. Donc, ils ont produit sur la liste 130 associations qui étaient supposées être des sectes. Alors, d'abord, il n'y avait que 3 informations. Il y avait le nom. Et ça, c'était la méthode Silva et c'était écrit avec un Y. Donc, déjà, ça ne montre pas qu'on a fait plein de recherches. Deuxième, c'était marqué que c'était une association. Il y avait une toute petite association pour les diplômés. Mais en fait, à l'époque, on était bel et bien une société établie en France, NSARL. Okay? Et la troisième information qui était donnée, c'était qu'on avait 50 participants. Alors, à l'époque, on avait plus que 50 participants chaque cours. Donc, je ne comprenais rien du tout de tout cela. Le problème, c'était qu'une fois que quelque chose a été édité par le gouvernement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Okay? Je ne sais pas si tu veux savoir tout. Si, n'hésite pas là. On va vraiment tenter d'être exhaustif pour que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que l'auditeur, les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas la méthode Silva, il y a un maximum d'infos et justement que chacun se fait son point de vue, son opinion. Nous, on part du postulat que c'est pas une secte. Après, on n'est pas dans l'esprit des gens, donc donne un max d'infos, comme ça, les gens vont se faire eux-mêmes leurs réflexions et leurs recherches par rapport à tout ça. Ok, donc. On demande, mais qui nous a dit que c'est un secte et c'était supposé basé sur les informations de, les polices, qu'est-ce qu'on appelle les ça? Les renseignements généraux, non? Les renseignements généraux et ou une ADFI qui était une association anti-secte. D'accord. Bon, alors,
je me suis dit, OK, je vais aller pour voir à ces sources. Alors, d'abord, une ADFI nous a invités de venir faire une petite visite avec eux et ils m'ont fait promesse que de tout ce qu'on connaissait de nous, ils étaient prêts à écrire une lettre à toute personne qui leur demandait si Lee Pascoe et Michael Dodson étaient impliqués avec une secte. Mais ils ont refusé de publier ça de façon générale parce qu'ils ont dit il y a peut-être d'autres instructeurs qui sont sectaires. OK? Mais donc, ça ne venait pas de l'UNADFI. OK? Est-ce que ça vient de renseignements généraux? Alors, je vais visiter le centre le plus proche à Évreux. Je demande une interview. On me dit, mais madame, on ne nous a jamais parlé de vous, on ne sait pas qui vous êtes, on n'a surtout pas annoncé que vous êtes une secte. Et je les ai invités de venir à notre bureau et de faire toute une recherche et un rapport. Et eux aussi, ils n'ont rien trouvé qui était mal. Le problème, c'était que la liste était publiée et c'était sur l'Internet. Et même si, et je t'ai envoyé justement un petit article où un membre du Parlement disait, en fait, la liste n'est plus valable, il y a plein d'erreurs dedans, etc., etc., la liste a quand même resté sur l'Internet. Et de ce que j'ai compris, comment tu l'appelles ça? Miviludes. Miviludes a pris à peu près la même liste. Et si vous regardez, on a 130 quand même. Et Scientologie n'est pas nommée dedans. Parce que c'est une société. En fait, sur la liste étaient uniquement les petits groupes, les clubs et les associations. Donc, les plus grandes sectes apparaissaient dedans. Pourtant, les petits groupes de yoga, les groupes de prière, les groupes de non-catholiques qui organisaient des trucs, eux, ils apparaissaient sur cette liste. Et apparemment, le seul groupe qui a eu vraiment assez de force pour combattre, c'était les écoles Steiner au Waldorf, qui sont bien connues du monde entier. Et eux aussi sont apparus sur la liste. Et eux, ils ont pu quand même avoir des avocats qui ont défendu et effectivement, ils étaient enlevés de la liste suivante. Mais la première liste est toujours quand même publiée. Alors, nous, on a fait des conférences de presse. On a un de nos diplômés était un avocat qui a aussi... Et finalement, il dit, il n'y a rien que tu peux faire à moins que tu prends ça à le cours européen. Parce que tu ne peux pas... On dit en anglais, you can't fight City Hall. On ne peut pas se battre contre le gouvernement. Et il disait, franchement, il vaut mieux laisser tomber parce qu'on avait dépensé tous nos sous dessus et aucun résultat. Voilà. Donc, finalement, on a dû fermer la société en France parce que le nombre on avait déjà quand même un centre, on avait 2 secrétaires et on avait quand même des frais réguliers et on était en dette et le nombre de participants avait tombé chaque séminaire après. Donc, temporairement, on a arrêté de donner des cours sous notre société et on s'est mis avec d'autres groupes. Quand il y avait, par exemple, Zanaleshi, il y avait un autre jeune homme qui donnait des cours, qui ont organisé les cours, accepté l'argent de notre part, parce que c'était la seule façon de pouvoir continuer. Et finalement, eux aussi, ils ont perdu leur numéro de formation professionnelle, parce que tout le monde qui enseignait quelque chose qui avait le mot mental dedans, était refusé le numéro de formation, ce qu'on avait auparavant. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? On déménage tout en Angleterre. Donc, la société est en Angleterre. J'étais toujours à l'époque résidente en France, donc on faisait des allers-retours, etc. Et petit à petit, c'est plus comme les gens n'y pensent beaucoup plus, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit avec grande surprise, mais je vois que vous êtes sur la liste secte. Et je dois commencer à expliquer encore tout ça. Donc, c'est compliqué, mais voilà. D'accord. Donc, ok. Bon, après, le gouvernement, une commission a décrété que c'était une secte. Effectivement, je pense que c'est à chacun de prouver que tu ne l'es pas, etc. Moi, j'ai rien contre le fait, justement, que le gouvernement tente de protéger. On sait malheureusement qu'il y a des sectes dangereuses. Il y a vraiment des groupements de personnes qui font du mal à leurs membres, qui dépossèdent les gens, etc., etc. Je pense que ce qu'on va faire, nous, c'est on va se resituer sur
qu'est-ce qu'une secte, et ce, par comment la détecter depuis les différents points de la Mivilude. Comme ça, au moins, on va pouvoir en discuter et apporter, nous, des réponses qui peut-être intéressants. Je relis l'article que vous pouvez trouver, je vous le mettrai bien sûr en description pour que tout le monde ait la même source. On part de la Mivilude, qui est quand même le mouvement, la commission qui gère les sectes. Donc, comment la détecter? Des critères élaborés sur la base. Les dérives sectaires, on ne dit plus les sectes. Je ne sais pas si ça change, mais voilà. Ouais, tiens, c'est intéressant. Et puis la sémantique n'est pas anodine. Ouais. Ah ouais, dérive sectaire. Donc, comment la détecter? Des critères élaborés sur la base de travail accompli par plusieurs commissions d'enquête parlementaires ont permis d'établir un faisceau d'indices facilitant la caractérisation d'un risque de dérive sectaire. 1. La déstabilisation mentale. 2. Le caractère exorbitant des exigences financières. 3. La rupture avec l'environnement d'origine. 4. L'existence d'atteintes à l'intégrité physique. 5. L'embrigadement des enfants. 6. Le discours antisocial. 7. Les troubles à l'ordre public. 8. L'importance des démêlés judiciaires. 9. L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels. Et 10. Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Donc là, on a quand même une vision macro. Après, il donne un petit peu plus de détails. Mais ne serait-ce que sur, on va dire, la problème, déstabilisation mentale. Dans les documents que tu m'as envoyés, j'ai trouvé que c'était intéressant. À un moment, il y avait une remarque de quelqu'un qui disait mind control, donc le contrôle de l'esprit, en traduction en français. Et effectivement, on en a déjà parlé dans les podcasts. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la méthode Silva n'est plus avec mind control. Alors que moi, je trouve que l'idée de contrôler son esprit, c'est intéressant, mais automatiquement, les gens ont vu ça comme mind control, c'est-à-dire le contrôle de l'esprit d'autrui potentiellement. Et donc, on peut imaginer cette notion de déstabiliser mentalement les gens. Alors que, factuellement, la méthode a pour but de permettre à tout à chacun d'aller vers le contrôle de son mental, vers le contrôle de son esprit, en tout cas d'améliorer son état psycho-émotionnel afin, à un moment donné, de pouvoir orienter vers des objectifs concrets et, petit à petit, aller mieux dans sa vie ou améliorer certains aspects de sa vie. Le but étant surtout que les personnes puissent être autonomes. D'ailleurs, c'est encore dans les documents que tu m'as envoyés, donc qui sont assez variés, c'était sur un groupe ou un forum où quelqu'un disait « Ah moi, la méthode, j'ai pas trop accroché et les choses marchaient pas comme je pensais que ça allait marcher. Et personne m'a aidé. » Donc, et elle dit, c'est tout l'inverse d'une secte parce que je demandais et en gros, on m'a dit, il faut que tu taffes. Donc, j'ai trouvé la remarque hyper intéressante parce que effectivement, si secte il y avait, le but est toujours de ramener constamment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, ramener vers le système à dire reviens faire 17 stages et puis tu verras que tu comprendras ou donne de l'argent et tu verras qu'il y aura un feedback. Je trouve déjà c'est cette premier aspect, cette notion sur la déstabilisation mentale, quelque chose d'assez peu réel. Alors, ça peut déstabiliser de se dire on est capable de mieux se gérer, de réussir à se réveiller le matin sans notre réveil ou d'apaiser certaines céphalées, etc., etc. On peut se dire tiens, j'ai un pouvoir en moi, mais on n'est pas en train de vendre de la magie. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette première notion? Après, on va aller un petit peu plus loin de déstabilisation mentale. Est-ce que tu as eu même l'impression, parce que ce qui est cool, c'est que tu es enseignante depuis quand même suffisamment d'années, que ça amène des gens à être moins équilibrés mentalement parlant? Mais bien sûr que non. Mais le problème, c'est que cette première chose sur la liste est probablement le plus difficile à interpréter parce qu'on peut facilement démolir tous les autres 9 parce que c'est quand même mesurable quand on parle de finances, par exemple. On peut donner des chiffres, on peut citer, etc. Mais comment est-ce qu'on peut définir déstabilisation mentale? Et comme tu dis, oui, quelquefois, pour aller mieux, il faut être déstabilisé. Si on va changer nos pensées positives, nos croyances limitantes, peut-être il y aura une, entre guillemets, déstabilisation, mais c'est pour s'améliorer, c'est pour pas rester rigide. Et en fait,
moi, j'ai trouvé franchement que tout ce qu'on enseigne dans la méthode Silva, c'est anti-secte. Parce que ça montre aux gens comment être plus autonomes, dépendants sur eux-mêmes, pas être influencés par la société et ce qui leur est dicté de l'extérieur, mais être quand même vrai à soi-même. Et voilà. Mais cette notion de... Je trouve que c'est tellement ridicule que ça serait risible, c'était pas si dangereux. Ben, moi, ce que je trouve intéressant, et effectivement, là, tu l'as souligné, parce que c'était quand j'ai relu les critères, je me suis dit, la déstabilisation mentale, c'est effectivement complexe. Parce que, regarde, en cabinet, moi, quand je reçois des personnes donc, qui ne sont pas bien, un recadrage, un travail sur les croyances qui, s'il l'amène jusqu'au cabinet d'un psychothérapeute, d'un psychologue, d'un hypnothérapeute, etc., c'est que derrière, il n'est pas à l'aise avec ça, il y a quelque chose qui le bloque. Bien sûr que modifier sa structure de pensée, c'est déstabilisant. Mais est-ce que chaque étape de nos vies ne sont pas un peu déstabilisantes? Quoi, tu vois, là-dessus, effectivement, comme tu dis, il y a des passages parfois déstabilisants pour se retrouver. Tu commences, on ne va même pas prendre un truc basé sur la psyché, mais tu commences un sport, tu commences à t'imposer un nouveau rythme de vie, juste ça, c'est déstabilisant. Par rapport à, tu avais l'habitude peut-être de boire ton petit verre avec tes potes le samedi et puis tu as décidé de faire de la compétition, tu modifies, tu déstabilises. Et en plus, si on reprend cette notion dans les sectes, au niveau social, tu changes. Rien qu'en faisant du sport, je ne parle pas d'un sport de dingue, te dire je veux faire du sport, je veux faire un peu de compète, tu es obligé, mine de rien, de modifier tes rapports sociaux et ta manière de penser mentalement pour aller quelque part qui est un de tes objectifs. Donc, effectivement, tu as raison, je trouve que c'est pas évident là-dessus et c'est un peu un mot fourre-tout où dès qu'une personne peut avoir l'impression de se perdre, mais de se perdre, après, il faudrait tellement définir, et je pense que là, ça manque vraiment de précision. Il pourrait se dire, ah bah oui, il se passe quelque chose, mon pote, mon ami, n'oublions pas, les gens font toujours ça parce qu'ils aiment les gens avec qui les voient un peu changer, ils ont un peu peur pour eux, mais il faudrait vraiment définir ce qu'est cette notion de déstabilisation mentale. Donc, on va passer sur... ah oui, alors, je vais juste continuer un tout petit peu. Un seul critère ne suffit pas pour établir l'existence d'une dérive sectaire et tous les critères n'ont pas la même valeur. Le premier critère, déstabilisation mentale, est toutefois toujours présent dans tous les cas de dérive sectaire. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils appuient et en même temps qui devrait peut-être être défini. En tout cas, chez Silva, s'il y a des personnes qui peuvent être un peu étonnées, qui peuvent être songeurs, qui vont être dans l'introspection, oui, moi je l'ai vu. J'ai vu des gens qui parfois se disaient waouh, il s'est passé ça, j'y croyais pas. Notamment le 3e, 4e jour, qui est un peu plus projectif, où on se dit c'est amusant, j'ai ressenti ça, j'ai perçu ça, j'ai vécu ça. Donc, oui, ça peut être déstabilisant parce que c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Mais je vois pas autrement. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais, moi j'adore le 1-0-1 et le 2-0-2, donc le jour 1 et le jour 2, parce que je trouve que c'est hyper concret. On n'est pas du tout sur des trucs abracadabrants, on est sur réussir à mieux récupérer, gérer ton sommeil, gérer tes douleurs à la tête, tenter d'avoir une meilleure mémorisation, gérer les problématiques psychiques qu'il y a et aller vers des objectifs et réussir à te focaliser vers des objectifs, retravailler les choses qui te posent problème pour tenter de faire du mieux. Je trouve qu'on est vraiment dans du hyper concret. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant tous les jours où on demande aux futurs diplômés, qu'est-ce que vous avez réussi à faire hier soir? Tiens, j'ai réussi à me réveiller ce matin. Ah j'ai pas réussi à me souvenir de mon rêve. Pas ceci ou cela. Et en fonction, on voit que tout à chacun arrive à être dans le concret. On n'est pas du tout dans le projectif. On tente à ramener justement dans du concret pour éviter que ça parte complètement en cacahuète et qui pourrait peut-être être déstabilisant. Sur la base des signalements reçus depuis une dizaine d'années, la Miviludes a précisé le contenu de ces critères de manière déterminée, a déterminé des signaux d'alerte. Donc, on va regarder ça. Dérives concernant les personnes, c'est ça qui nous intéresse le plus. Comment déceler l'influence sectaire dans le comportement d'un proche?
Donc, point de vue subjectif, mais quand quelqu'un fait attention, à la limite. Adoption d'un langage propre au groupe. Alors, de mieux en mieux, hein, ça serait peut-être le mot que tu entends le plus chez Sylva. Comment tu vas? De mieux en mieux. Hormis ça, à dire éventuellement les 3 doigts. Ouais. Si, le miroir de l'esprit, parce que c'est un nom d'une technique, miroir de l'esprit éventuellement. Mais sinon, il n'y a pas on trouvera plus dans des systèmes asiatiques des mots qui sont une sémantique spécifique, je trouve, que chez Sylva. Ouais, quoi, j'ai pas l'impression. Je te dis, hormis peut-être le de mieux en mieux, où c'est vraiment, dès que tu poses la question, tu as une espèce de routine automatique, où même les gens signent de mieux en mieux. Hormis ça. C'est pour être quelqu'un qui suit Émile Coué. Mais c'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Je dis de mieux en mieux, ça reste quand même, toujours de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et c'est le better and better. Quand les Américains ont vraiment repris cette notion-là. Et d'ailleurs, c'est une des blagues qu'on a souvent avec Sylva ou en hypnose, à dire le maître fondateur de l'auto-hypnose, qui est Émile Coué, est pas du tout reconnu en France, parce qu'on va dire c'est la méthode Coué, ça va, c'est dans ta tête. Alors qu'aux États-Unis, en tout cas dans les pays anglo-saxons, c'est non, le gars, il y a vraiment un respect, et Sylva a beaucoup travaillé sur cette notion-là, le better and better, qui serait très spécifique, on va dire, au groupe Sylva, parce qu'aujourd'hui en France, tu n'as pas beaucoup de personnes qui disent de mieux en mieux quand ils se rencontrent, mais hormis ça, il n'y a pas de signe particulier, il n'y a pas de je sais pas, tu vois, il n'y a pas, comme chez les francs-maçons, une manière dont on a de se serrer la main. Il n'y a pas de signe et de symbole vraiment spécifique à Sylva, à la méthode. Là, j'en vois pas, et je vois pas donc un langage qui ferait dire non, je te comprends plus. Dire à quelqu'un, je vais faire une méditation, surtout aujourd'hui au 21e siècle, je vais méditer, ça s'appelle méditation dynamique ou méditation orientale ou méditation yogi, les gens ne se posent plus vraiment la question. Donc là-dessus, je ne vois pas trop d'éléments et de sémantiques qui sont problématiques, qui est propre à notre groupe. À la limite, nous, en tant qu'hypnotistes, et moi, en plus, en utilisant tout le temps des mots anglo-saxons, je vais avoir un langage qui est beaucoup plus dissociatif de beaucoup de personnes. S'ils ne comprennent pas la sémantique hypnose, ils ne peuvent rien comprendre à ce que je raconte. Tu vois, je pense que dès qu'on est spécialiste dans un sujet, on va plus facilement avoir un discours qui nous coupe des gens, parce que nous, on est dans des mots spécifiques, alors que là, au bout de 4 jours, les gens, ils n'ont pas vraiment un langage hyper différent. Continuons. Modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires. Mais je suis en train de réfléchir sur le programme. Hormis un moment où on dit que les gens peuvent éventuellement faire attention, changer leur alimentation, ou non, même pas. Pour perdre du poids, non, que dalle. Hein. Non, alors les vêtements, alors là, n'en parlons même pas. Il n'y a même pas de. Il n'y a même pas, tu sais, comme dans des trucs en énergétique, portez pas ceci ou portez pas cela. Nous, il n'y a que dalle là-dessus, quoi. Non. Mais alors, rien de rien, en fait. Hein. Non. Non. Bon, ça, on passe. Refus de soins. Un végétarien, il aimait un bon steak, comme il disait toujours. De toute façon, j'ai envie de te dire, Sylva, c'est quand même l'homme du début du XXe siècle, et tu le vois quand même bien avec toutes les l'homme mexicain, mexicano-américain ou américano-mexicain du début du XXe. Hein. Donc c'est quand même pas, on est quand même sur, j'ai envie de dire, l'homme traditionnel comme on le connaissait une grande partie du XXe siècle. Refus de soins ou arrêt de traitements médicaux régulièrement prescrits. Alors là, s'il y a bien un truc qui est répété, c'est faites-vous suivre. Si il y a un travail, alors on peut l'avoir le troisième, le quatrième jour, en l'occurrence, qu'on appelle les cas. Et encore, les cas, c'est pas avec les personnes qui sont dans la salle. Donc, c'est travailler à distance, ou en tout cas scanner pour voir ce que la personne peut faire. Peut vivre.
qui sont bien sûr un rapport projectif par rapport à ce qu'on appelle une vision subjective des choses, par rapport à un ressenti. Donc, on n'est même pas en train de dire qu'on est en train de changer la vie des gens initialement. Jamais j'ai entendu un instructeur émettre la notion de arrêter, c'est pas bien, c'est mal. Au contraire, et là on peut revenir carrément à Silva, qui était quelqu'un qui aimait suffisamment la science, les découvertes et les réflexions autour de ça pour dire aux gens de faire attention à eux et de se faire suivre, etc. etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui sont venus faire la méthode. Tu as eu beaucoup de médecins, toi, de ton côté? Qui ont fait Sylvain? Ouais, qu'on fait Silva. Plusieurs, oui. Je ne vais pas dire beaucoup, mais par rapport au pourcentage de la population, oui, plusieurs. Donc, non, il y a... Alors, je pense que ça, justement, je prends la notion médecin, infirmier, etc., qui a eu en méthode Silva. Si vraiment il y avait exercice illégal de la médecine ou des choses qui étaient dites là-dessus, je pense que vraiment, quand il y a des médecins qui viennent, ne serait-ce que par curiosité, ça serait les premiers à péter un câble et ce qu'on comprendrait complètement de mémoire. Moi, j'ai jamais vu ça. Toi, qui as vraiment de l'expérience dedans, jamais il y a eu un écho de ce niveau-là. Tu n'as jamais entendu un médecin qui dit ce que vous dites, c'est dangereux pour quelqu'un. Mais non, le contraire en fait, parce qu'on insiste, toute application de la méthode Silva à des fins thérapeutiques doit être justement avec consultation avec ton médecin traitant. Et on dit ça à plusieurs fois, pour les maux de tête, pour la douleur, cas, etc. On insiste. J'allais reprendre cette notion, justement, douleur de tête. Il y a bien une précision à dire si c'est des céphalées qui viennent comme des maux de tête sporadiques de temps à autre. Ils disent tout le temps d'apaiser, mais faites attention de quand même aller consulter parce qu'on ne sait jamais ce que représente, surtout si c'est fréquent. C'est pas juste faire une hypnoanalgésie, hein, j'utilise moi le mot hypnotique à ce niveau-là. Même en hypnose, on dit la même chose et là-dessus, on est complètement d'accord. C'est pas parce qu'on sait s'analgésier, c'est-à-dire apaiser une douleur, qu'il ne faut pas aller voir un médecin parce qu'on ne sait pas quelle est la source dessus. Là, on n'est que sur le symptomatique et on sait que le symptôme, parfois, c'est rien et parfois, c'est quelque chose qui peut être plus important. Donc, jamais j'ai entendu non, tu t'occupes de ça, maintenant que c'est fait, surtout tu oublies. Hein. Non, au contraire, c'est faites attention, si vous avez des douleurs et notamment des maux de tête, allez vérifier avec des spécialistes. Bon, là-dessus, situation de rupture avec la famille ou le milieu social et professionnel. Là non plus, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a tellement pas cette volonté de faire d'espèces de... Alors, on va parler de propagande, on va parler de vendre ça à tire-larigot, que la dernière fois, tu me montrais des vieux documents que vous avez fait dans les années 90 avec Michael, 2000, où vous expliquiez, parler de manière cool de la méthode modérée, mais n'allez pas de manière complètement « Waouh, c'est incroyable », etc. Restez cool, juste parler de votre expérience avec plaisir pour justement pas avoir l'air de personnes complètement barrées sur des notions. Soyez concrets, montrez-leur en quoi c'est intéressant pour vous, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper sain, cette notion de se dire aux gens, parlez de manière normale de la méthode, de votre expérience, de vos feedbacks. Soyez toujours hyper pragmatique pour partager et pas partir en vrille parce que souvent les derniers jours, au bout de 4 jours de transe, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode, vu que c'est beaucoup d'auto-hypnose, l'auto-hypnose emmène la transe emmène cet élément communication conscient-subconscient diminuant le facteur de jugement. On est à un moment où on est assez high dans la notion, on est un peu on est plus toujours hyper connecté avec plein de choses parce qu'on est vachement dans l'interne, on est vachement dans le ressenti, on est vachement dans son émotion, on est moins connecté avec le monde externe, on est plus avec son monde interne et parfois cette rencontre avec nous-mêmes fait que on est hyper exalté sur plein de choses et c'est justement ce qui était partagé par toi et Michael, qui était de dire
be cool, revenez bien à vous et partagez tout ça de façon vraiment rationnelle, de façon carrée pour que les gens puissent avoir un maximum d'informations et non pas simplement quelqu'un qui va dans tous les sens. Je trouve que c'est justement une bonne chose. Silva, lui, dans sa manière de partager la méthode, il était comment? Il aimait en parler. Tu vois, je me souviens qu'il faisait des émissions à la télé à certains moments, mais comment il diffusait d'ailleurs sa méthode? Comment il diffusait la méthode de façon générale? Mais tu as vu les vidéos, il parle de méthode Silva, c'est information. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout, waouh, c'est Ouais. extraordinaire, waouh, c'est fabuleux. Et même quand les gens sont venus à la fin d'un cours, waouh, oh, monsieur Silva, vous m'avez fait ceci. Il dit, non, c'est pas moi qui l'a fait, vous l'avez fait vous-même. Ouais. Et retourner sur les gens. Rappelez-vous, alors pour les personnes qui vont voir cette vidéo, en fait, Silva était quand même quelqu'un d'hyper pragmatique. Il allait dans l'hyper concret. C'est un mec, c'est un solutionniste en fait. Il cherchait des solutions. Je pense que ça, c'est important à garder en tête. C'était pas wou-wou, hein, ça partait pas dans tous les sens. C'était au contraire, vous faites les choses parce que vous avez un besoin, parce que vous avez un désir, parce qu'il y a un objectif. Vous ne le faites pas pour déconner, pour vous amuser, pour voir. Vous le faites parce qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'il y a une intention, parce qu'il y a quelque chose qui est utile pour vous ou pour la société ou pour les gens qui sont autour de vous. Ça, c'est vraiment la philosophie de fond de Silva, pour moi, hein, qui est être un meilleur homme, une meilleure femme pour pouvoir aider la société. Tu vois, si on revient sur cette notion de situation de rupture avec famille, milieu social, bah, je trouve que Silva, c'est vraiment l'inverse dans le truc à dire faites gaffe à vous, faites gaffe aux gens que vous aimez et aidez la société. Aidez comme vous pouvez de façon vraiment constructive en trouvant des solutions, en amenant du plus, du positif, de la joie, du constructif pour les personnes qui sont avec vous. Donc, moi, là-dessus, je pense qu'on est vraiment sur autre chose. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter sur la première partie là et on va reprendre après d'autres points. C'est bon pour toi? Si bien sûr, vous avez déjà des questions sur cette première partie, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez des mails, vous nous contactez. Nous, on pourra même refaire des podcasts s'il y a vraiment des questions et tout. Plus vous nous donnez de questions et plus vous avez même des doutes, nous, et ça aussi, c'est un des trucs beaux que j'aime chez Silva, on veut des personnes qui doutent. On n'est pas en train de dire qu'on a raison. On a des explications, on a des orientations. Et après, l'idée, c'est toujours de vous montrer et surtout que vous le viviez, parce que dans l'absolu, c'est ça qui est intéressant, pour que vous puissiez voir et commencer à peut-être ressentir ou adhérer ou pas. Et si vous y adhérez pas, c'est pas un problème. C'est pas les gars de chez Silva qui vous courront après. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. À tout de suite pour la deuxième partie.